Bien, alors vous parlant, ayant à vous parler d'une revue qui est toute jeune par rapport à la précédente, donc Écrire l'histoire, qui en est à sa 5e année, je vais revenir peut-être plutôt que sur un numéro en particulier, sur ce qui a présidé à sa naissance, sur le projet qui sous-tend cette jeune revue. Donc c'est une revue qui a été conçue en 2007, les premiers numéros datent de 2008, à l'initiative de 2 littéraires 19e, Claude Millet et moi, ce qui n'est sans doute pas un hasard. En effet, nos objets de recherche habituels nous confrontent à l'omniprésence de l'histoire, à la nécessité d'un point de vue historique pour comprendre les enjeux esthétiques des grandes œuvres littéraires du XIXe siècle, mais aussi nous place au sein d'une période dans laquelle la frontière entre histoire et littérature n'est pas du tout étanche. Ces objets nous interdisent de penser l'histoire comme un thème ou comme un genre, et elle ne cesse de nous apparaître comme un mode de pensée, comme un mode de sentir, comme une façon de se définir comme sujet écrivant. L'idée qui a présidé à la naissance d'Écrire l'histoire a donc été de créer un espace critique nouveau pour élargir l'application de cette herméneutique particulière avec laquelle les œuvres du XIXe siècle nous avaient familiarisés. Et en fondant cette revue, nous avons voulu donc innover en ce qu'il ne s'agissait pas de fonder une revue pluridisciplinaire comme il en existe, c'est-à-dire qui choisissent un objet pour l'éclairer à la lumière des méthodes de disciplines différentes. Un article fait par des littéraires sur un objet tel que le théâtre ou les couleurs, et des articles faits par des historiens. Il ne s'agissait pas non plus de créer une revue sur l'historiographie, ce qui à nos yeux aurait accentué cette idée que nous refusions, que l'histoire était un mode de pensée qui se superposait en quelque sorte à une première expérience du réel, et l'historiographie ne faisait qu'accentuer ce fossé entre la réflexion, la théorie et puis l'expérience de l'histoire. Pour nous, il s'est agi de mettre l'analyse des formes, au service de l'épistémologie. Et ce faisant, de mettre en lumière une élaboration polymorphe de l'histoire. C'est-à-dire que l'objet de la revue Écrire l'histoire, ce sont essentiellement les mises en forme de l'expérience de l'histoire. Et ces mises en forme de l'expérience de l'histoire, évidemment, nous considérons qu'elles ne se limitent pas, qu'elles n'existent pas seulement à l'intérieur du domaine réservé des études historiques, mais qu'elles se diffractent à travers de nombreuses autres pratiques, des pratiques artistiques, médiatiques, testimoniales, privées, et sans doute bien d'autres encore, dont il s'agit de montrer la spécificité, mais aussi les interactions, les interférences, les ruptures, ce qu'elles construisent comme savoir et comme pensée de l'histoire. Et dans notre politique éditoriale, je crois que le secrétariat de rédaction a été soucieux, à chaque fois qu'il s'agissait d'élaborer le programme d'un numéro, justement, de multiplier, d'une certaine façon, de cultiver l'hétérogénéité de façon à faire ressortir la variété de ces mises en forme de l'histoire. De même que le projet de notre revue atténue la frontière entre l'histoire et les autres types d'écritures historiennes, comme l'indique le titre, Écrire l'histoire, le projet de notre revue veut aussi gommer la distinction qu'on tente parfois d'établir entre l'histoire avec un petit h, c'est-à-dire donc la pensée de l'histoire ou la science de l'histoire, et l'histoire avec un grand H, désignant le cours général des événements. Donc, Écrire l'histoire, le titre suggère qu'il s'agit à la fois d'une pratique, qu'il s'agit d'une
que l'histoire est pour nous en grande partie une expérience qui relève de l'élaboration symbolique dans ces deux dimensions, c'est-à-dire à la fois dans celle de l'histoire qu'on fait au présent, qu'on étudie comme cours des événements, et de l'histoire qu'on écrit. C'est une expérience qui se fait toujours par l'intermédiaire de processus signifiants, et dans le fond, le sentiment de l'histoire avec un grand H naît sans doute en grande partie de cette constellation de mises en forme que j'évoquais précédemment, qui sont toutes partielles et qui ne se recoupent pas forcément, mais qui contribuent à construire le sentiment de cette expérience historique générale. Bien, donc c'est une présentation générale de notre projet de départ. Je crois que, Claude, tu t'es occupé de nos derniers numéros sur le mensonge en particulier, et aborder la manière dont ce projet général rencontre en même temps des difficultés. Oh, pardon, les deux micros. Ah, les deux micros. Oui. Dans sa mise en œuvre, des difficultés. Bon, on est là jusqu'à demain, alors. Mais Sylvain, je te laisserai dire des choses plus positives, alors, peut-être. Oui, ou alors on peut partir des sujets qu'on n'a jamais abordés. On a parlé du mensonge, on a parlé du détail, on a parlé de la morale ou des morales, on a parlé de l'émotion, on va parler de l'écrire au présent, de l'écriture au présent de l'histoire. On va parler non pas de l'archive, mais des archives. On ne parle pas, alors que vraisemblablement on nous attend là. On ne parle pas de la fiction et on ne parle pas du récit. Hein. Alors c'est peut-être intéressant de souligner cette espèce de contournement des questions dans lesquelles, enfin des notions dans lesquelles sont, à notre avis, un peu enfermée la réflexion sur le rapport entre littérature et histoire comme pratique de représentation et littérature et histoire comme discipline. Là, c'est en dehors de la question des configurations narratives, hein, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, que jusqu'à présent nous avons abordé. Hein. Ces tentatives d'articulation ou de mise à plat, de mise en forme, qui sont autant de procédures d'accès à des vérités. Et Catherine Cocchio a raison de dire, alors chacun sa vérité, et comme ça les vaches seront bien gardées, et surtout elles ne rentreront pas en conflit. Mais en même temps, il est bien clair pour nous que cette manière de mettre à côté les uns les autres, hein, des pratiques différentes, ne doit pas aboutir à des amalgames, à de l'indistinction, et bien au contraire à une recherche de spécificité. Et la recherche de spécificité, elle passe par un dialogue que favorise la revue. Alors pourquoi est-ce que Lucie Campos et les autres organisateurs de cette manifestation ont pensé à mettre si près, je pense, dans le déroulement du colloque, une présentation des revues, mais peut-être parce que les revues, dans leur dimension collective, sont des lieux privilégiés, justement, de frottement entre des pratiques. Faire une revue, c'est pas la même chose que faire un colloque ou s'intéresser à la littérature quand on est historien. Ou faire une revue, c'est se poser en permanence des problèmes de traduction. On ne parle pas le même langage. Hein. Quand un littéraire prononce le mot de moderne, l'historien comprend quelque chose qui est tout à fait différent de ce que un littéraire entend par moderne. Quand un historien parle des archives, le littéraire, lui, va traduire immédiatement l'archive, etc., etc.
Donc ce sont ces frottements de perspectives, hein, qui sont pas forcément qui peuvent apparaître comme des difficultés, mais qui sont pas simplement des difficultés, qui sont l'enjeu de la revue Écrire l'histoire. Et du coup, je vais me frotter à mon voisin historien pour lui passer le micro. Les micros. Oui, ben moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Nous sommes plusieurs historiens, hein, dans le comité de rédaction de la revue. Et de la même façon, pour revenir sur ce que disait Paul tout à l'heure, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup de 19e-istes dans le comité de rédaction de cette revue, parce que ça renvoie effectivement à une époque où non seulement la frontière entre l'histoire et la littérature était dessinée différemment, il ne s'agit pas de dire qu'elle n'existait pas, mais où les termes n'avaient pas exactement le même sens, parce qu'ils renvoyaient à une idée de science qui n'avait pas non plus le même sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce 19e siècle, sans vouloir faire un retour à lui, il nous invite aussi à considérer ce qu'on appellera aujourd'hui rétrospectivement de la littérature et de l'histoire du point de vue des pratiques d'écriture de ces auteurs. Et c'est en ce sens que la revue s'appelle Écrire l'histoire. Et ça invite non pas à essayer de penser ce que peut être la catégorie histoire depuis... dans un écho qui irait du 19e siècle à nos jours et vice-versa, ou la catégorie de littérature, mais ça invite à penser différemment ce que Jacques Rancière appelle la poétique de l'écriture historique, dont je vous rappelle la définition qu'il en donnait et qui est intéressante pour nous. C'est l'ensemble des procédures littéraires par lesquelles une discipline se soustrait à la littérature, prétend se soustraire à la littérature, et le signifier auprès du public. Et du point de vue qui est le mien, du point de vue des historiens de la revue, là pour le coup, le frottement avec les spécialistes de littérature est extrêmement enrichissant, parce que ces procédures qu'on va appeler littéraires et qu'on met en œuvre dans l'exercice de notre métier, il est important de les mettre en œuvre de façon consciente. Sinon, on risque d'être nous-mêmes la dupe d'une littérature qu'on n'aurait pas voulu reconnaître comme telle. En ce sens, il me semble que le projet de la revue, contrairement, je pense, par exemple, au numéro des Annales qui a été présenté tout à l'heure, le projet de chacun des numéros de la revue est à la fois beaucoup moins ambitieux, puisqu'il s'agit toujours, par des études de cas, de comprendre comment, dans le travail d'écriture, se redessine sans arrêt la frontière entre quelque chose qui pourrait être la littérature et quelque chose qui pourrait être l'histoire, sur des objets très précis, très petits parfois. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'usage du présent dans un texte ? À quoi sert une métaphore chez tel ou tel auteur, que cet auteur soit un historien ou un littéraire, quel usage il fait de cet outil littéraire qu'est la métaphore, et de cette façon-là, de quelle façon se travaille la frontière entre le savoir littéraire et le savoir des historiens.